20 projets majeurs, lancés en même temps dans un pays souvent classé parmi les plus pauvres. Autoroute entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, rénovation urbaine, relance d'usines, irrigation et mécanisation. Le gouvernement ajoute la nationalisation de plus de 200 dépôts de carburant et accélère le solaire à Zinadonsine et Tenkodogo, tout en annonçant plus de 104 milliards de FCFA pour moderniser le monde rural et près de 900 hectares irrigués. Pourquoi ce rythme et que cherche Ibrahim Traoré à verrouiller dans cette boucle transport, énergie, alimentation? Au Sahel, le signal dépasse le béton. Ce récit ne porte pas seulement sur des routes, des centrales ou des usines prises isolément. Il s'agit de comprendre ce que change une reconstruction pensée comme un système, où chaque projet renforce le suivant, et pourquoi ce choix intervient maintenant. En moins de 10 minutes, le lecteur doit saisir ce que ces 20 initiatives disent de la trajectoire économique du Burkina Faso, de ses marges de manœuvre réelles et de ses lignes de fracture. L'enjeu est simple: mesurer si cette stratégie réduit durablement la dépendance ou si elle déplace simplement les risques. Car sous le leadership d'Ibrahim Traoré, l'État ne promet pas une croissance rapide, mais une capacité accrue à résister aux chocs. La question centrale devient alors: que gagne un pays quand il choisit la cohésion plutôt que l'attente, et quels coûts accepte-t-il d'en assumer à court terme? La révélation clé n'est pas le nombre de projets, mais leur synchronisation. 20 chantiers conçus pour fonctionner ensemble dans un pays aux budgets et contraintes. En quelques mois, le Burkina Faso a engagé simultanément des autoroutes, une rénovation urbaine nationale, la nationalisation de plus de 200 dépôts de carburant et une accélération de l'énergie solaire, tout en annonçant plus de 104 milliards de FCFA pour moderniser l'agriculture. Ce basculement marque une rupture nette avec le rythme antérieur, où les investissements arrivaient Nbarakou et restaient dépendants de financements extérieurs. Pour comprendre pourquoi ce choix est possible, il faut revenir au point de départ. Pendant des années, l'économie fonctionnait à un seuil minimal: routes dégradées plus vite que réparées, villes étendues sans infrastructures adaptées, agriculture pluviale vulnérable et importation massive de carburant, de céréales et de biens essentiels. Cette érosion était lente, rarement spectaculaire, mais suffisamment constante pour affaiblir la confiance collective et la capacité productive. Lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, il hérite d'un État encore debout, mais usé par des cycles répétés d'aide à court terme et par une dépendance structurelle aux acteurs extérieurs. Le changement ne naît pas d'une idéologie soudaine, il vient d'un diagnostic partagé. La faiblesse principale n'était pas la pauvreté, mais la fragmentation. Les routes ne reliaient pas les centres de croissance. L'énergie restait sous contrôles étrangers. L'industrie était dispersée et l'agriculture piégée dans des cycles climatiques instables. Aucun secteur pris seul ne pouvait inverser la tendance. La réponse a donc été systémique: reconnecter transport, énergie, industrie et alimentation dans une seule architecture nationale. C'est cette logique qui explique la prise de risque actuelle. Plutôt que d'attendre des crédits ou des partenaires pour chaque projet, le pouvoir a choisi d'agir sur plusieurs fronts à la fois afin de créer des effets d'entraînement rapides et visibles. La mini-révélation, et c'est là, ce qui ressemble à une audace financière, est d'abord une tentative de cohésion économique et politique. Mais cette cohésion peut-elle tenir sous pression? Dans cette séquence, le personnage central n'est pas un individu, mais un acteur collectif, la main-d'œuvre locale mobilisée par la reconstruction. La rénovation urbaine, souvent perçue comme cosmétique, sert ici de point d'entrée: nettoyage des quartiers, réparation des drains, renforcement des routes secondaires et réhabilitation d'espaces publics
créent d'abord de la visibilité, puis de la prévisibilité. Des villes plus stables réduisent les frictions quotidiennes et réinstallent des routines économiques simples mais essentielles. Cet effet se prolonge rapidement. En mobilisant des milliers de travailleurs locaux, ces chantiers deviennent des terrains d'apprentissage. Les compétences acquises dans les opérations urbaines se transfèrent ensuite vers les projets industriels et agricoles. Le travail n'est plus seulement temporaire. Il alimente un vivier de main-d'œuvre capable de suivre la montée en puissance d'usines rouvertes, de réseaux logistiques étendus et de systèmes d'irrigation modernisés. La reconstruction commence ainsi par les villes, mais elle prépare déjà l'arrière-pays. Un microcas illustre cette dynamique. Dans une zone urbaine réhabilitée, la stabilisation des voiries réduit les coûts de transport pour les petits commerçants, attire des services de base et sécurise les flux. Ces améliorations, modestes prises isolément, deviennent significatives lorsqu'elles s'additionnent. Elles soutiennent la demande locale, favorisent l'installation d'activités de transformation et rendent les investissements industriels moins risqués. Ce personnage collectif agit aussi comme un pont politique. Des communautés longtemps éloignées de l'État se retrouvent intégrées à un projet visible, tangible et mesurable. La participation directe renforce l'adhésion et limite le scepticisme initial. Le "so what" est clair, sans ville fonctionnelle, aucun système national ne peut tenir. Ici, la reconstruction urbaine n'est pas une vitrine, mais la base opérationnelle de tout le reste. Le déclencheur est un changement de tempo. Avant, les investissements arrivaient par étapes isolées, souvent conditionnées par des calendriers extérieurs. Après, le pouvoir décide d'agir en grappe. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la logique n'est plus d'attendre que chaque projet trouve son financement optimal, mais de lancer simultanément plusieurs chantiers afin qu'ils se soutiennent mutuellement. Cette décision transforme une accumulation de besoins en une séquence coordonnée d'actions. La première phase est visible dans les villes. La rénovation urbaine nationale démarre modestement mais rapidement. Drainage, voirie secondaire, réhabilitation de quartiers et mobilisation de la main-d'œuvre locale créent un socle de stabilité. Cette stabilité permet ensuite à la deuxième phase de s'enclencher, les corridors de transport. La construction de l'autoroute reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso n'est pas pensée comme une simple amélioration logistique. Elle devient l'axe autour duquel se réorganisent les flux agricoles, industriels et commerciaux d'un pays enclavé. Chaque kilomètre modernisé réduit le temps de trajet, sécurise les échanges et rapproche les zones de production des marchés. Vient ensuite l'énergie, élément vital du système. La nationalisation de plus de 200 dépôts de carburant marque une rupture avec l'ancien modèle, où la distribution était contrôlée par des opérateurs étrangers. En parallèle, l'accélération de projets solaires à Zina, Donsin et Tenkodogo vise à stabiliser l'approvisionnement électrique. L'objectif n'est pas seulement de produire plus, mais de contrôler les leviers essentiels qui conditionnent l'activité industrielle et la logistique nationale. Le transport crée le mouvement, l'énergie lui donne la continuité. La phase suivante concerne l'industrie. Des usines longtemps sous-utilisées ou à l'arrêt redémarrent progressivement. Transformation du coton, minoterie, production agroalimentaire et fabrication de biens de consommation courante. Chacune de ces relances semble limitée prise isolément. Ensemble, elles réduisent les importations, retiennent la valeur ajoutée et alimentent la demande de transport et d'énergie nouvellement sécurisée. Le système commence à se refermer sur lui-même. Les répliques apparaissent dans l'agriculture. Plus de 104 milliards de FCFA sont annoncés pour la modernisation rurale, incluant mécanisation, irrigation et soutien vétérinaire. Des projets d'irrigation transforment près de
100 hectares en terres cultivables toute l'année, tandis que des initiatives d'aquaculture réduisent la dépendance aux protéines importées. L'agriculture stabilisée nourrit l'industrie qui soutient à son tour les revenus et l'emploi. Cette ligne des événements révèle une intention claire. La reconstruction n'est pas linéaire mais circulaire. Chaque étape renforce la suivante et amortit ses faiblesses. Le pari est risqué car une défaillance pourrait affecter l'ensemble. Mais c'est précisément cette interdépendance qui donne au projet sa cohérence stratégique et explique pourquoi le calendrier s'est accéléré. Le point de départ chiffré est contraint. Avant la vague actuelle, le Burkina Faso fonctionnait avec un modèle fortement importateur. Carburant, céréales, intrants industriels et biens de consommation entraient massivement, tandis que les sorties de devises vidaient progressivement l'espace budgétaire. Dans ce contexte, chaque choc externe, même modeste, se transformait en risque national. La base était donc une économie ouverte par nécessité, mais vulnérable par structure. Le premier écart mesurable concerne l'agriculture. L'annonce de plus de 104 milliards de FCFA consacrés à la modernisation rurale n'est pas un simple signal politique. Elle s'accompagne d'investissements concrets en mécanisation, en semences améliorées, en irrigation et en soutien vétérinaire. Le passage de terres strictement pluviales à près de 900 hectares irrigués toute l'année modifie le calendrier de production. La récolte cesse d'être entièrement dépendante des saisons et devient planifiable, ce qui stabilise les revenus agricoles et sécurise l'approvisionnement des transformateurs locaux. Le deuxième écart touche l'énergie. La nationalisation de plus de 200 dépôts de carburant, auparavant opérés par des acteurs étrangers, change la structure de contrôle plutôt que le volume immédiat. Le carburant n'est plus seulement un flux commercial, mais un levier stratégique interne. En parallèle, l'expansion solaire à Zinadonsin et Tenkodogo ajoute une capacité électrique pensée pour soutenir l'industrialisation. L'effet combiné est une réduction de l'exposition aux ruptures d'approvisionnement et une meilleure prévisibilité des coûts énergétiques pour les usines et les services urbains. Le troisième écart apparaît dans l'industrie de transformation. Lorsque le coton est transformé localement en textiles médicaux plutôt qu'exporté brut, ou lorsque les céréales deviennent farine et bière sur le marché intérieur, la valeur cesse de fuir. Chaque étape conservée dans la chaîne productive augmente l'effet multiplicateur domestique. Un franc retenu finance un emploi, cet emploi soutient une consommation locale et cette consommation justifie de nouveaux investissements productifs. Le changement n'est pas instantané mais cumulatif. Un quatrième indicateur, moins visible mais décisif, concerne l'emploi. La mobilisation de la main-d'œuvre dans la construction, l'agroalimentaire, le transport et la maintenance crée une absorption partielle de la jeunesse urbaine et rurale. L'emploi ne résout pas à lui seul les tensions sociales, mais il modifie la relation entre l'État et la population. Sous Ibrahim Traoré, la reconstruction devient un vecteur de participation économique directe et non un simple programme administratif. Pris ensemble, ces chiffres ne promettent pas une autosuffisance totale à court terme. Ils indiquent plutôt un déplacement du centre de gravité économique. La base importatrice reste, mais elle est progressivement compensée par des capacités internes nouvelles. Le écart essentiel n'est donc pas la croissance rapide, mais la réduction mesurable de la vulnérabilité structurelle. La question suivante s'impose alors. Ces gains résisteront-ils aux critiques et aux contraintes à venir? Les critiques les plus solides partent d'un constat rationnel. Lancer 20 projets majeurs simultanément dans un pays au budget limité augmente mécaniquement le risque d'éparpillement. Les infrastructures lourdes peuvent dépasser les coûts prévus, les usines redémarrées peuvent manquer de débouchés.
et les réseaux d'irrigation exigent une maintenance continue que l'administration peine parfois à assurer. Dans cette lecture, la simultanéité n'est pas une force mais une fragilité cumulative. Une deuxième objection concerne le facteur temps. Les bénéfices structurels prennent des années à se matérialiser, alors que les attentes sociales sont immédiates. La jeunesse, largement majoritaire, ne juge pas un plan à sa cohérence théorique, mais à ses résultats visibles. Si les emplois créés restent temporaires, ou si certaines chaînes productives n'atteignent pas rapidement leur régime de croisière, le capital politique investi pourrait s'éroder. Le risque est alors que la reconstruction soit perçue comme un symbole ambitieux mais incomplet. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. La réponse du pouvoir ne consiste pas à les nier mais à déplacer le cadre d'évaluation. Le pari n'est pas celui d'une performance parfaite projet par projet, mais d'un effet systémique. Une autoroute sous-utilisée n'est pas un échec si elle réduit les coûts logistiques pour l'agriculture et l'industrie. Une centrale solaire qui ne couvre pas toute la demande reste stratégique si elle stabilise une partie du réseau et réduit la dépendance aux importations énergétiques. Les données disponibles suggèrent que cette logique commence à opérer. La rétention de valeur par la transformation locale, la planification agricole rendue possible par l'irrigation et la reprise de sites industriels auparavant dormants indiquent des effets d'entraînement réels. Même partiels, ces effets modifient les équilibres. Ils réduisent la sensibilité aux chocs externes et élargissent la marge de manœuvre de l'État. La réponse implicite est donc pragmatique. Dans un environnement où l'ancien modèle importateur n'était plus viable, l'inaction aurait produit une vulnérabilité certaine. La reconstruction en grappe introduit une incertitude contrôlée, mais aussi des leviers nouveaux. La question n'est plus de savoir si le risque existe, mais s'il est inférieur à celui du statu quo. Le véritable basculement n'est pas l'addition des projets, mais leur conception comme un seul mécanisme. Ce qui apparaissait au départ comme des initiatives dispersées révèle une architecture cohérente. Ville stabilisée, corridors de transport activés, énergie sécurisée, puis industrie et agriculture reconnectée. Cette révélation médiane change la lecture de l'ensemble. Le Burkina Faso ne construit pas des infrastructures, il assemble un système d'exploitation nationale. Dans cette logique, chaque composant est pensé pour réduire la vulnérabilité du suivant. Des villes plus fonctionnelles retiennent la main-d'œuvre et facilitent la gouvernance quotidienne. Les routes raccourcissent les distances économiques dans un pays enclavé. L'énergie, désormais davantage sous contrôle national, alimente des usines qui transforment des matières premières locales. L'agriculture modernisée stabilise l'approvisionnement et nourrit ces mêmes usines. Le cercle se referme. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. Le choix n'est pas de maximiser un indicateur isolé, mais de synchroniser plusieurs leviers afin de produire un effet cumulatif rapide. La simultanéité, souvent critiquée, devient un outil stratégique. Elle empêche qu'un maillon faible bloque l'ensemble du processus. Cette révélation explique aussi le calendrier accéléré. Dans un contexte de réalignement régional, attendre aurait signifié perdre l'élan politique et social. Agir vite, c'était tenter de verrouiller une cohérence avant que les pressions externes ne se reforment. La question suivante devient alors inévitable. Quels effets concrets cette architecture produit-elle déjà sur le terrain? Les effets les plus visibles de cette reconstruction se mesurent différemment selon les acteurs concernés. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et stratégique. Le contrôle accru des réseaux de carburant, des routes à péage et de certaines capacités énergétiques crée des flux de revenus internes, même modestes, mais récurrents. Ces flux ne remplacent pas les financements extérieurs, mais ils réduisent la dépendance immédiate. L'État gagne surtout en prévisibilité.
Une administration qui peut planifier l'entretien de routes ou la distribution d'énergie sans attendre des arbitrages externes dispose d'un levier politique supplémentaire. Sous Ibrahim Traoré, cette capacité devient un marqueur de souveraineté opérationnelle plutôt qu'un simple discours. Pour les entreprises, l'impact se situe au niveau des coûts et de l'horizon d'investissement. Des corridors de transport plus fiables raccourcissent les délais, réduisent les pertes et élargissent les marchés accessibles. L'énergie plus stable, même partielle, diminue l'incertitude liée aux coupures et aux variations de prix. Les industries de transformation, qu'il s'agisse de coton, de céréales ou de produits laitiers, bénéficient directement de cette combinaison. Transformer localement n'est rentable que si l'approvisionnement et la logistique sont prévisibles. Les projets actuels ne créent pas encore un boom industriel, mais ils abaissent les seuils d'entrée pour des initiatives privées jusque-là jugées trop risquées. Pour la population, les conséquences sont plus diffuses, mais profondément sociales. L'emploi généré par la construction, la maintenance, l'agroalimentaire et le transport absorbe une partie de la jeunesse urbaine et rurale. Ce sont souvent des emplois imparfaits, parfois temporaires, mais ils modifient la relation au temps et à l'État. Un revenu régulier, même modeste, permet de planifier, d'investir dans la formation ou de rester dans sa région d'origine. En milieu rural, l'irrigation et la mécanisation apportent une prévisibilité nouvelle. Les agriculteurs qui peuvent produire sur une année complète réduisent leur exposition aux chocs climatiques et aux fluctuations de marché. Pour la région, enfin, l'effet est géopolitique. Un Burkina Faso capable d'assurer une partie de son alimentation, de son énergie et de sa logistique devient moins vulnérable aux pressions indirectes. Cela ne le rend pas autonome au sens strict, mais cela modifie la géométrie des négociations. Les partenaires extérieurs doivent en composer avec un État qui dispose de leviers internes plus solides. Dans le Sahel, cette posture est observée attentivement par les voisins, certains y voyant un précédent, d'autres une source d'instabilité potentielle. Ces quatre niveaux révèlent une même dynamique. Les bénéfices ne sont pas spectaculaires pris isolément, mais ils s'additionnent. C'est cette accumulation qui fait la différence. La reconstruction ne promet pas un gain immédiat maximal, mais une réduction progressive de la vulnérabilité collective. La question devient alors moins économique que stratégique. Cette trajectoire peut-elle être maintenue face aux chocs à venir et aux choix difficiles qu'elle impose? Si l'on se projette dans une trajectoire intermédiaire, repose sur la continuité maîtrisée. Les chantiers avancent à des rythmes inégaux, certains plus vite que prévu, d'autres avec des retards techniques ou administratifs. Les gains restent progressifs. Amélioration des flux logistiques, stabilisation partielle de l'énergie et montée en puissance lente de la transformation locale. Dans cette trajectoire, le principal bénéfice est la consolidation. L'État apprend à coordonner des systèmes complexes, les acteurs privés testent les nouvelles conditions et la population observe des résultats suffisants pour maintenir une confiance prudente. La vulnérabilité diminue sans disparaître. Dans une trajectoire plus favorable, suppose une synchronisation réussie. Les routes clés deviennent pleinement opérationnelles, l'énergie solaire et la distribution nationale de carburant réduisent sensiblement les ruptures et les industries de transformation trouvent leurs débouchés sur le marché intérieur et régional. L'agriculture irriguée stabilise l'approvisionnement, ce qui amortit les chocs climatiques saisonniers. Dans ce cas, l'effet multiplicateur s'accélère. Les revenus circulent davantage à l'intérieur du pays, l'emploi se diversifie et l'État gagne une crédibilité accrue. Sous Ibrahim Traoré, cette trajectoire renforcerait la capacité de négociation régionale et attirerait des partenariats plus équilibrés sans renoncer au contrôle stratégique.
dans une trajectoire plus difficile, met en lumière les risques. Une surchauffe budgétaire, des retards de maintenance ou une instabilité politique pourraient fragiliser l'ensemble. Si un maillon clé, comme l'énergie ou la logistique, sous-performe durablement, la cohérence du système est mise à l'épreuve. Les attentes sociales, élevées par la visibilité des projets, pourraient alors se transformer en frustration. Le danger n'est pas l'échec total, mais une perte d'élan qui rendrait la reconstruction plus coûteuse et politiquement sensible. Face à ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de juger chaque projet isolément, il faut évaluer la trajectoire globale et la capacité d'ajustement. La question clé n'est pas de savoir si tout réussira, mais si le système peut absorber ses propres erreurs sans s'effondrer. C'est dans cette résilience opérationnelle que se jouera la suite, bien plus que dans un indicateur unique. À ce stade, la reconstruction cesse d'être abstraite et devient une expérience quotidienne pour différents profils de citoyens. Pour un habitant urbain, l'effet le plus immédiat est la réduction des frictions. Des routes praticables, un drainage fonctionnel et une énergie plus stable raccourcissent les trajets, sécurisent les activités commerciales et rendent les services publics plus prévisibles. Le gain n'est pas spectaculaire, mais cumulatif. Moins de temps perdu signifie plus d'opportunités économiques et une meilleure qualité de vie. Pour les travailleurs et les jeunes en formation, l'impact est plus direct. Les chantiers, les usines relancées et les réseaux logistiques créent une demande de compétences techniques. Même lorsque les emplois sont temporaires, ils constituent des points d'entrée vers des savoir-faire transférables. La reconstruction agit alors comme un accélérateur d'apprentissage. Elle transforme le travail manuel en capital humain, ce qui modifie progressivement les perspectives d'emploi au-delà du chantier lui-même. Pour les agriculteurs et les ménages ruraux, le changement est lié à la prévisibilité. L'irrigation et la mécanisation permettent de planifier une saison complète, parfois une année entière. Cette capacité de projection réduit la dépendance aux aléas climatiques et stabilise les revenus. Elle influence aussi les décisions familiales, investissement dans l'éducation, amélioration de l'habitat ou maintien des jeunes dans les zones rurales plutôt qu'un exode contraint vers les villes. Pour les petits entrepreneurs, enfin, la combinaison transport-énergie-industrie abaisse les seuils de risque. Produire localement devient plus envisageable lorsque l'approvisionnement est régulier et les marchés accessibles. Ce ne sont pas encore des conditions idéales, mais elles suffisent à déclencher des initiatives modestes, souvent invisibles dans les statistiques nationales, mais essentielles à la dynamique locale. Au niveau individuel, la reconstruction ne promet pas une transformation immédiate. Elle modifie plutôt l'horizon. Elle remplace l'incertitude permanente par une possibilité de planification. C'est ce déplacement du temps vécu du jour le jour vers le moyen terme qui constitue l'un des effets les plus profonds du processus en cours. La cohérence du projet repose désormais sur l'exécution. La première étape concerne la priorisation claire. Identifier les infrastructures qui conditionnent toutes les autres. Routes structurantes, énergie de base et systèmes d'irrigation doivent rester en tête car un retard à ce niveau se répercute sur l'ensemble. Le rôle de l'État est ici d'arbitrer vite, même au prix de choix impopulaires à court terme, afin d'éviter la dispersion des ressources. La deuxième étape est organisationnelle. Chaque projet nécessite un responsable identifié, un calendrier public et des indicateurs simples de suivi. Qui construit, qui maintient et selon quels critères de performance. Cette transparence opérationnelle limite les goulots d'étranglement et permet des ajustements rapides. Sous Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas seulement de lancer, mais de maintenir une cadence crédible qui protège le capital politique investi. La troisième étape touche au financement durable. Les routes à péage, la distribution nationale de carburant et certaines capacités énergétiques doivent générer des revenus dédiés à l'entretien.
Sans ces boucles financières internes, la reconstruction risque de dépendre à nouveau de soutiens extérieurs. Mesurer régulièrement ces flux devient aussi important que mesurer la progression physique des chantiers. La quatrième étape est humaine. La formation technique doit accompagner chaque infrastructure livrée. Usines, réseaux électriques et systèmes d'irrigation exigent des compétences locales pour fonctionner dans la durée. Investir dans la main-d'œuvre n'est pas un coût annexe, mais une condition de résilience. Sans techniciens, la cohérence du système se fragilise. Enfin, la cinquième étape concerne l'évaluation continue. Tous les 6 à 12 mois, les projets doivent être relus à l'aune d'un critère central. Réduisent-ils effectivement la vulnérabilité économique et logistique du pays? Si la réponse est partielle, des corrections sont nécessaires. Cette feuille de route n'est pas figée. Elle vise à transformer l'ambition initiale en capacité durable, mesurable et ajustable dans le temps. Le fil conducteur revient là où tout a commencé, les villes réhabilitées et les travailleurs mobilisés. Ce sont eux qui donnent une matérialité à une stratégie souvent décrite en termes abstraits. Les routes, les centrales et les usines comptent, mais leur sens se révèle dans les gestes quotidiens. Un trajet plus court, un atelier rouvert, une récolte planifiée. Ces signes modestes s'additionnent et recomposent la perception de l'avenir. Le pari porté par Ibrahim Traoré n'est pas celui d'une grandeur immédiate, mais d'une cohérence assumée. En reliant des secteurs longtemps fragmentés, la reconstruction transforme la dépendance en capacité progressive. Elle n'efface pas les risques, mais elle change leur nature. Le danger n'est plus l'immobilisme, mais la gestion d'un mouvement en cours. Le rappel émotionnel tient dans cette image simple, des infrastructures qui cessent d'être des promesses et deviennent des routines. Quand un État parvient à inscrire l'effort collectif dans le quotidien, il modifie le contrat implicite avec sa population. La confiance ne vient pas d'un discours, mais d'une répétition de preuves concrètes. La phrase qui s'impose est brève, la cohérence crée la confiance. C'est cette confiance, fragile mais cumulative, qui déterminera si la reconstruction restera un moment politique ou deviendra une trajectoire durable. La dernière question se pose alors naturellement. Comment transformer cette énergie collective en engagement de long terme au-delà des chantiers visibles? La reconstruction en cours invite moins à l'adhésion qu'à la réflexion collective. Elle pose une question plus large que le cas du Burkina Faso. Comment des États aux ressources limitées redéfinissent-ils leur marge d'action lorsque les anciens modèles ne fonctionnent plus? Les routes, l'énergie, l'agriculture et l'industrie ne sont ici que des supports matériels d'un débat plus profond sur la souveraineté, la capacité et le temps long. Observer cette trajectoire, c'est aussi interroger ses propres attentes. Faut-il juger un pays à la vitesse de ses résultats visibles ou à la cohérence de ses choix stratégiques? La démarche portée par Ibrahim Traoré suggère que la seconde option gagne en importance dans un environnement régional instable. Elle n'offre pas de garantie, mais elle redonne une place centrale à la décision interne. Pour le lecteur, l'enjeu est d'identifier ce qui compte vraiment dans cette expérience. Est-ce que la simultanéité des projets, leur logique systémique ou la tentative de réduire la dépendance sans attendre une validation extérieure? Chaque réponse révèle une manière différente de penser le développement et le pouvoir. La discussion reste ouverte. Parmi les secteurs engagés, lequel vous semble le plus décisif à long terme pour transformer cette reconstruction en trajectoire durable? Et pourquoi?